Et ce cercueil qui reposait depuis 6 jours maintenant dans le hall de Westminster va maintenant débuter son parcours. Une procession très brève entre ce hall de Westminster et l'abbaye de Westminster. Les sonneurs de cornemuse, effectivement. On va passer par Parliament Square, la place du Parlement, Broad Sanctuary, le vaste sanctuaire, et le sanctuaire avant l'entrée dans l'abbaye de Westminster. Éric Mention-Rigaud. Ces cornemuses rappellent qu'elle est morte à Balmoral. Je dirais que c'est son dernier acte politique symbolique fort, puisque si elle n'était pas morte à Balmoral, si elle était morte à Sandringham ou à Windsor, il n'y aurait pas eu cette cérémonie magnifique à Édimbourg et ce transfert accompagné par la princesse Anne dans des paysages irlandais absolument magnifiques pour les 160 km qui séparent Balmoral d'Édimbourg. Un ensemble de 200 sonneurs. Oui, et il était très attaché parce que là, dans la cérémonie de la funéraille, les funérailles proprement dites, eh bien, c'était encore une cornemuse qui va jouer et qui va éterniser ses derniers moments. Alors là, son attachement à l'Écosse est très fort. Ils sont 200 joueurs de cornemuse et les batteurs de la Royal Air Force, les tambours des régiments d'Écosse et d'Irlande également. Avec une procession qui rappelle celle il y a quelques jours, quand le cercueil est parti de Buckingham, les princes sont derrière, exactement disposés de la même façon. Mais les cornemuses, on les entend à chaque cérémonie royale, de toute façon. Ce n'est pas... Faut pas s'en étonner, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Par exemple, à Paris, le 11 novembre, chaque année, nous avons une cérémonie pour marquer l'armistice de 1918 et il y a toujours un joueur de cornemuse présent. C'est actuellement à la cathédrale Saint-Louis à Paris. C'était depuis 1921 à Notre-Dame. Ça, c'est un événement que les Britanniques sont en train de suivre un peu partout à travers le royaume. Je crois qu'il y a des écrans géants, 5 écrans géants qui ont été dressés dans Hyde Park, qui est le parc préféré des Londoniens. Il y a du monde là-bas aussi. Oui, il y a des écrans géants un peu partout. Je ne sais pas combien d'écrans ont été mis en place. Il y a beaucoup de Français qui sont actuellement devant leur télévision. Moi, c'est cette ferveur française qui m'a aussi beaucoup surpris. Je ne pensais pas je savais qu'il y avait un attachement vis-à-vis de la reine, de Sa Majesté, mais je ne pensais pas que cet attachement était aussi fort. Et d'ailleurs, peut-être me contredirez-vous ou pas, les Britanniques ont été surpris de voir à quel point la France était attristés par la disparition de la reine Elisabeth. Les Français critiquent beaucoup, ils n'en sont pas moins attachés aussi au symbole. Nous sommes dans un pays très paradoxal. Voilà. La Révolution française a tué le château comme entité politique, comme seigneurie, et a ouvert l'âge d'or des châteaux au XIXe siècle. Mais donc il y a beaucoup de paradoxes dans notre histoire. Et il y avait une relation aussi particulière entre la reine et les Français. Oui, la reine parlait parfaitement bien le français, ce qui est le cas du prince Charles, ce qui est, je crois, beaucoup moins le cas du prince William. Mais surtout, d'abord cette cérémonie et tout ce que nous avons vu depuis 10 jours, c'est superbe d'un point de vue esthétique, parce qu'il y a à la fois de la couleur, un ordonnancement parfait. Et puis, c'est bien la preuve, cette cérémonie, que le temps et l'histoire sont fondamentaux pour la monarchie anglaise. La reine l'avait très bien compris, elle savait que la monarchie est dépositaire d'un capital de mémoire et d'histoire, que la famille royale a vocation à mettre en spectacle, à mettre en scène, en donnant l'impression qu'elle est immuable dans ses fonctions et dans ses rites, même si elle s'est adaptée. Et la vocation de ces grandes liturgies royales, c'est de signaler l'enracinement dans l'histoire. Et ce cortège avec l'affût de canon et les 142 marins de la Royal Navy qui tirent donc le cercueil de la reine actuellement. Vous le voyez, il est suivi directement du roi Charles III. À ses côtés, eh bien, sa sœur, la princesse Anne, ainsi que ses deux frères, le duc d'York et également le comte de Wessex, prince Édouard donc, et le prince Andrew. Et se trouve eh bien, juste derrière eux le prince de Galles, premier dans l'ordre de succession du royaume, William, suivi du duc de Sussex, Harry, et de Peter Philippe. C'est l'aîné des petits-enfants, le fils de la princesse Anne d'Angleterre, juste derrière donc cet affût de canon. Le petit-fils chéri, je serais tentée d'ajouter aussi d'Élisabeth II, ceux que les Britanniques auraient peut-être rêvé de voir devenir roi. Oui, mais la reine considérait, comme dans toute monarchie, que la succession obéit à des règles qui sont des règles d'hérédité, et c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et moi, j'ai été impressionné par la rapidité et le parfait fonctionnement des rouages de la transmission héréditaire. Dès le discours du roi le premier soir, où
il a bien conscience, il a 73 ans. Je pense qu'en matière de résilience, il n'a rien à prouver. Enfin, il a vécu tellement de choses quand même très difficiles. Il y a eu un acharnement de la presse, il a été énormément critiqué. Donc je pense qu'il a une volonté d'abord de servir l'institution, il l'a rappelé tout de suite. Et puis, il est évident qu'il devra être certainement plus discret, enfin, respecter le rôle constitutionnel que la reine a rempli parfaitement. Et en même temps, non, justement, ce roi, il arrive effectivement au trône assez âgé, mais finalement, à une période de sa vie très apaisée. Oui. Parce que, On voit le prince Harry au loin sur cette image, Bruno. Tout à fait. Imaginons justement que la reine nous ait quittés il y a 20 ou 25 ans. Eh bien, le prince Charles a été dans une position extrêmement difficile, extrêmement impopulaire à cause de son divorce avec Lady Diana, alors que finalement, aujourd'hui, la vie fait que, eh bien, il est épanoui, il est avec l'amour de sa vie, Camilla, qui désormais est acceptée par les Britanniques. Qui s'est même exprimé hier, hein, qui a délivré un message à l'adresse des Britanniques. Oui. Le prince Harry, il faut le remarquer, il est en civil, il est en costume civil, il ne porte pas d'habits militaires comme son père, le roi Charles III, l'avait autorisé lors des précédentes cérémonies. Oui, je crois que le prince Andrew aussi. On l'avait vu lors de la veillée. Mais le prince Andrew, c'est normal. Oui. En fait, il y a eu une fois c'est plus normal. Oui. Le prince Andrew, il y a eu un moment, je crois, quand ils se sont recueillis devant le cercueil, où il était quand même en uniforme militaire. Ça, je ne connais pas les... Quand même exceptionnellement. Ils sont sortis, ils sont un peu à l'écart de la famille royale. Mais ils conservent leur titre, évidemment. Pour l'instant... De toute façon, c'est un cercle qui va être restreint, on dit, à 7 figures principales. Hein. Charles III a conscience que la monarchie est à la fois extrêmement solide parce qu'elle est peut-être critiquée, il y a en effet des forces centrifuges à l'intérieur du Royaume-Uni et dans le Commonwealth, mais en même temps c'est une institution extrêmement solide et la force de cette famille royale, c'est d'être aussi une firme, c'est-à-dire d'être une unité et de partager un destin commun qui impose évidemment d'avoir un comportement exemplaire. Le cercueil arrive vers la porte ouest de l'abbaye dans un instant et il sera donc porté de l'affût de canon à l'intérieur de l'édifice et installé sur une plateforme située dans le cœur de cette abbaye de Westminster. Éric Mention-Rigaud. Oui, alors cette abbaye qui est d'abord absolument splendide, elle a été reconstruite au XIIIe siècle pour à la fois faire arriver en Angleterre cette architecture gothique à la mode et puis offrir un écrin somptueux à Édouard le Confesseur. Et tous les membres de la congrégation se lèveront à l'entrée dans l'abbaye de ce cercueil. Le roi et la reine consort seront immédiatement, évidemment, derrière le cercueil, suivi de la princesse Anne, du vice-amiral Tim Lawrence, du duc d'York, Andrew, et du comte de Wessex, Edward. Voilà, un service funèbre qui va débuter aux alentours de midi, heure de Paris, qui sera dirigé par le doyen de Westminster, David Hall. Sermon prononcé par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Dans cette chapelle, il y a 13 monarques régnants qui y reposent, une trentaine d'autres, mais 13, dit-on, régnants. Et donc, comme il n'y avait finalement plus de place, en quelque sorte, pour laisser reposer les monarques, eh bien, on s'est déporté à Windsor, en quelque sorte. Oui, mais c'est la particularité de cette église d'être à la fois Saint-Denis et le Panthéon. Donc évidemment, comme il y a 3500 hommes illustres qui sont enterrés là, il y a un petit peu d'encombrement. Il a fallu se déporter. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire quand même que donc un des premiers. Alors, je crois que le premier roi couronné là-bas, ça a été Édouard le Confesseur, suivi tout de suite sous la après. même chapelle. Alors évidemment, c'était la première version, parce qu'effectivement, au XIIIe siècle, tout cela a été modifié pour aller vers le style gothique. Mais Guillaume le Conquérant, qu'on connaît très bien, nous ici évidemment, qui a été couronné, je crois, le jour de Noël 1066. Donc vous voyez que tout ça nous ramène quand même très très loin. Voilà, vous entendez ces cloches qui résonnent. Dans un instant, le chœur de l'abbaye de Westminster, sous la direction de l'organisme James O'Donnell, entrera dans la nef. Il entonnera dans la nef les sentences, ces lignes d'écriture mises en musique. Et vous verrez la procession du cercueil royal progresser dans l'abbaye jusqu'à cette plateforme située donc dans le cœur des images, évidemment, que vous pourrez vivre en direct dans un instant.
Voilà, ce cercueil qui est donc tiré par ces marins à la corde. Étape délicate, on le disait tout à l'heure. Hein. Oui, parce que le cercueil doit être très très lourd. Et il est donc porté à main nue, vous le voyez. C'est un cercueil de chêne et de plomb. Hein, je crois. Oui. Non, tu dois couler. Porté par 8 soldats et 8 grenadiers. Le cercueil d'Élisabeth II qui se présente donc à la porte ouest de l'abbaye de Westminster, alors qu'à l'intérieur, les 2000 invités ont pris place hein, sur les bancs. Plus que quelques minutes maintenant avant l'entrée dans l'abbaye de Westminster. Et ces sentences que vous pourrez entendre mises en musique donc avec l'organiste James O'Donnell et le chœur de l'abbaye de Westminster. 5 phrases utilisées à chaque funéraille d'étain depuis le début du XVIIIe siècle, Éric Mansion-Rigaud. Oui, oui c'est un moment émouvant. J'ai une pensée pour le prince George, qui a, je crois, 9 ans, et qui là vit un événement qui le relie véritablement au début du XXe siècle. Nous sommes à une époque où les étudiants ont tellement tendance à se retrouver loin de... Quand on fait un cours sur la Première Guerre mondiale, les étudiants sont dans le même état d'esprit que mes collègues qui font un cours sur la guerre de 100 ans. Donc là, il y a une sorte de resserrement du temps, de condensé d'histoire absolument impressionnant. On voit ça, c'est inédit pour de très nombreux Britanniques, Christopher Chantry. Ils n'ont jamais assisté à des funérailles. La plupart des personnes qui ont moins de 70 ans, bien entendu, n'ont jamais assisté à des funérailles d'un monarque. Donc, oui, même si le protocole est semblable et est le même à celui de George VI. Je pense que le protocole peut changer. Enfin, il a dû y avoir des modifications. Et beaucoup de Britanniques sont nés après 1952. Mais nous, on ne les connaît pas. Hein. Le protocole London Bridge est un document, je dirais, secret. Hein. C'est pas... On ne connaît pas le contenu. Et on le découvre à la télévision. On va assister à l'entrée du cercueil en silence pour pouvoir aussi participer, nous, à cette cérémonie. Borough Party, stand still. Borough Party, slow march.